9h15, le 12 novembre 1943. Au Stalag Luftwaffe à Sagan, en Pologne, le lieutenant d'aviation David Thompson n'en croyait pas ses yeux. Le colonel Friedrich von Lindener, le commandant allemand du camp, se tenait personnellement devant lui, tenant un livre à la main, pas n'importe quel livre, mais une première édition de Hamlet de Shakespeare. Von Lindener dit dans un anglais parfait « Lieutenant Thompson, j'ai entendu dire que vous étudiez la littérature anglaise. Ce livre appartient à ma collection privée. S'il vous plaît, lisez-le. » À cet instant, Thompson comprit que l'éducation ne connaissait pas de nationalité et que certains Allemands respectaient sa passion pour la littérature plus que certains de ses propres compatriotes. Avant cet instant, les prisonniers de guerre britanniques avaient des attentes claires concernant leur captivité allemande. Traitement brutal, ignorance et au mieux, la survie. Le lieutenant d'aviation Thompson, diplômé d'Oxford en littérature anglaise, avait perdu ses livres bien-aimés lorsqu'il a été abattu au-dessus de la Silésie. Il s'attendait à une désertion intellectuelle, un isolement spirituel. Sa mère lui avait écrit avant sa dernière permission « David, si le pire devait arriver, n'oublie pas que ton esprit reste libre, même si ton corps est captif. » Ces mots lui semblèrent amèrement ironiques. Alors qu'il franchissait les portes du Stalag Luftwaffe, mais la réalité dépassa ses rêves les plus fous. Le colonel von Lindener, officier prussien, et lui-même passionné de littérature, avait une vision. La captivité ne devait pas détruire l'esprit humain, mais le préserver. Von Lindener avait étudié à Cambridge, parlait couramment anglais, français et russe. Pour lui, les prisonniers instruits étaient des collègues de l'esprit, pas des ennemis de la nation. Lorsque Thompson entra pour la première fois dans la bibliothèque privée de von Lindener, il pleura. Plus de 3000 livres en 6 langues, de Goethe à Dickens, de Kant à Churchill. Von Lindener déclara « Un homme instruit mérite d'avoir accès à l'éducation, peu importe l'uniforme qu'il porte. » La première surprise vint de la diversité de la littérature proposée. Von Lindener n'avait pas seulement des classiques allemands, mais aussi des auteurs britanniques, français et américains. Le lieutenant d'aviation Jacques Dubois, étudiant en histoire d'Édimbourg, découvrit la biographie de Marlborough par Churchill dans la bibliothèque du camp. Dubois ne pouvait pas croire que des officiers allemands avaient des livres du Premier ministre britannique dans leur collection. Lorsqu'il interrogea von Lindener à ce sujet, le commandant répondit « Un grand écrivain reste un grand écrivain, même s'il est politiquement notre adversaire. » La véritable éducation transcende les frontières politiques. L'encouragement systématique de l'éducation par les Allemands étonnait quotidiennement les prisonniers. Von Lindener organisait des cercles de lecture hebdomadaires, où des officiers allemands et alliés discutaient de livres. Le chef d'escadron, Pierre Lemaire, diplômé de Cambridge, décrivit une scène surréaliste. Nous étions assis dans un camp de prisonniers de guerre allemands et discutions du monologue d'Hamlet avec des officiers allemands qui connaissaient Shakespeare mieux que de nombreux Britanniques. Le capitaine Klaus Weber citait des passages entiers par cœur et expliquait les implications philosophiques. Je me demandais qui était réellement le prisonnier ici. La surprise la plus émotionnelle vint de la générosité allemande lors des échanges de livres. Lorsque le lieutenant d'aviation Thompson endommagea accidentellement l'édition de Hamlet de von Lindener, il fondit en larmes. Il s'attendait à une punition. Au lieu de cela, von Lindener dit « Les livres sont faits pour être lus, pas pour servir de pièces de musée. Les dommages montrent que vous l'avez réellement lu. C'est un compliment pour Shakespeare. Et pour vous. » Thompson écrivit dans son journal « Cet officier allemand traite les livres et l'éducation avec plus de respect que certains bibliothécaires britanniques. » Des officiers allemands allèrent même jusqu'à sacrifier leur collection privée pour l'éducation des prisonniers.
Le major Heinrich Braun, lui-même professeur de littérature de Heidelberg, fit don de toute sa bibliothèque personnelle au camp. Braun déclara « Ces livres peuvent faire plus de bien s'ils sont lus par 100 prisonniers que s'ils prennent la poussière dans mon bureau. » Le lieutenant d'aviation Dubois écrivit « Le major Braun nous a offert plus d'éducation que certaines universités britanniques n'en offrent à leurs propres étudiants. » La surprise la plus complexe vint de l'aide allemande aux programmes éducatifs. Von Lindeiner n'autorisait pas seulement la lecture, mais organisait des cours universitaires formels dans le camp. Des officiers allemands, dont beaucoup étaient docteurs, donnaient des conférences en histoire, littérature, philosophie, sciences. Le commandant d'aviation Patrice Lambert, qui était professeur d'histoire à Oxford avant la guerre, décrivit avec incrédulité « Des professeurs allemands en uniforme donnaient de meilleures conférences sur l'histoire européenne que certains de mes collègues à Oxford. Ils avaient accès à des archives et des documents dont nous ne pouvions que rêver. » L'histoire la plus émouvante se déroula durant l'hiver 1943, lorsque le lieutenant d'aviation André Chevalier tomba gravement malade. Chevalier, un poète passionné, croyait mourir et regrettait seulement de n'avoir jamais publié ses poèmes. Le capitaine Weber, qui reconnaissait le talent de Chevalier, fit secrètement transcrire les poèmes de Chevalier et les envoya à un éditeur allemand à Berlin. L'éditeur fut enthousiasmé. Weber organisa l'impression des poèmes de Chevalier en une petite édition. Lorsque Chevalier vit les exemplaires reliés de ses propres poèmes, imprimés dans une maison d'édition allemande pendant la guerre, il pleura pendant des heures. Chevalier écrivit « Un officier allemand a réalisé mon plus grand rêve. Comment puis-je expliquer cela à mes compatriotes ?» Les bibliothèques allemandes dans les camps de prisonniers de guerre devinrent des centres d'échange culturels. Von Lindeiner encouragea les discussions entre intellectuels allemands et britanniques. Ces conversations étaient si enrichissantes que de nombreux participants oublièrent qu'une guerre faisait rage. Le professeur Wilhelm Schmidt, philosophe allemand et officier du camp, mena des dialogues socratiques avec des prisonniers britanniques sur l'éthique et la morale de la guerre. Le lieutenant d'aviation Lemaire nota: le professeur Schmidt posait des questions sur la moralité du bombardement de civils allemands. Ce qui m'a forcé à réfléchir aux implications éthiques de notre guerre, ce furent les conversations philosophiques les plus profondes de ma vie. Ces histoires parvinrent au cercle du renseignement britannique et déconcertèrent les analystes. Les rapports décrivaient des officiers allemands faisant plus pour l'éducation britannique que certaines institutions britanniques. Un rapport secret du MI6 de 1944 notait « Les commandants de camps allemands offrent aux prisonniers britanniques une éducation universitaire de la plus haute qualité. Les prisonniers font état d'une stimulation intellectuelle qui dépasse leurs expériences dans les universités britanniques. » Cela complique considérablement notre représentation propagandiste des Allemands comme des barbares sans culture. Le commandant d'aviation Charles Patterson, le plus haut gradé britannique du camp, a dû fondamentalement revoir sa vision des Allemands. Patterson avait toujours considéré les Allemands comme des militaristes sans culture. Après 6 mois passés dans la bibliothèque de von Lindener, il écrivit « J'ai appris plus de choses sur la culture, la philosophie et la littérature allemande que pendant toute ma scolarité. Ces hommes ne sont pas les barbares dont notre propagande parle. Ce sont des érudits en uniforme qui placent l'éducation au-dessus de la politique. » La surprise la plus personnelle fut l'aide allemande apportée à ses objectifs éducatifs personnels. Lorsque le lieutenant d'aviation David Wilson mentionna qu'il souhaitait étudier la littérature allemande après la guerre, von Lindener organisa des cours particuliers d'allemand avec le capitaine Weber. Weber enseigna à Wilson non seulement la langue, mais aussi l'histoire de la littérature allemande, la philosophie et l'histoire culturelle.
Wilson écrivit « Le capitaine Weber était un meilleur professeur d'allemand que tous ceux que j'ai eus à l'université par la suite. Il n'enseignait pas seulement la langue, mais l'âme et l'esprit de la culture allemande. Les officiers allemands aidaient même à la préparation des études universitaires d'après-guerre. Von Lindeiner avait des contacts avec des universités allemandes et organisa des cours par correspondance pour les prisonniers. Le lieutenant d'aviation Morrison put poursuivre ses études d'histoire dans le camp, grâce à des documents et au soutien de professeurs de l'université de Göttingen. Morrison écrivit « J'ai appris plus d'histoire en captivité allemande qu'en 2 ans à Édimbourg. Les professeurs allemands prenaient le temps d'un suivi individuel, ce que je n'avais jamais connu dans les universités britanniques. » Le geste le plus émouvant eut lieu à Noël 1943. Von Lindeiner organisa une lecture de littérature, où des officiers allemands et britanniques récitèrent des poèmes et des textes dans leur langue maternelle. L'atmosphère était si touchante que des ennemis devinrent des amis. Le lieutenant d'aviation Thompson lut le sonnet 18 de Shakespeare. Le capitaine Weber récita le Erlkönig de Goethe. Thompson écrivit « Quand la poésie est lue, il n'y a pas d'ennemis, seulement des êtres humains qui partagent la beauté. Weber et moi nous sommes embrassés après la lecture et nous avons tous les deux pleuré. » La stimulation intellectuelle était si intense que de nombreux prisonniers considérèrent leur captivité comme une expérience éducative. Le chef d'escadron Hayes écrivit à sa femme « Je sais que cela semble fou, mais cette captivité est la meilleure expérience éducative de ma vie. Les officiers allemands me traitent comme un chercheur, pas comme un prisonnier. J'apprends chaque jour des choses qui enrichissent ma vie. » Sa femme répondit déconcerté, « David, es-tu sûr que tu es prisonnier? On dirait que tu es dans la meilleure université du monde. » Les amitiés d'après-guerre entre les professeurs allemands et leurs étudiants britanniques devinrent légendaires. Wilson rendit visite au capitaine Weber en Allemagne en 1948. Weber avait survécu à la guerre, mais avait tout perdu. Wilson apporta des livres en cadeau et aida Weber à reconstituer sa bibliothèque personnelle. Wilson écrivit « L'homme qui m'a enseigné l'allemand n'avait plus de livres. Je lui ai donné des livres britanniques qu'il m'avait offerts pendant ma captivité. C'était une boucle bouclée d'éducation et d'amitié. » Le chef d'escadron Hayes organisa un symposium international sur la captivité et l'éducation en 1950. Des participants allemands et britanniques discutèrent des expériences du Stalag Luft 3. Le professeur Schmidt, devenu entre-temps directeur de l'université de Göttingen, fit le discours principal sur le rôle de l'éducation dans l'humanisation de la guerre. Hayes écrivit « C'était surréaliste de discuter de philosophie avec des professeurs allemands. Alors que nous portions tous les deux nos médailles de guerre, les retrouvailles les plus émouvantes eurent lieu en 1955, lorsque le lieutenant d'aviation Stewart publia son premier recueil de poèmes en traduction anglaise. La maison d'édition allemande, qui avait imprimé ces poèmes pendant la guerre, finança l'édition internationale. Lors de la première du livre à Londres, des vétérans allemands et britanniques étaient présents. Stewart dédicaça le livre aux officiers allemands qui ont prouvé que l'art ne connaît pas de frontières. L'étude systématique des programmes d'éducation dans les camps allemands commença dans les années 1960. Le docteur Marguerite Dubois, historienne à la Sorbonne et fille d'un ancien prisonnier, mena des entretiens avec plus d'une centaine de survivants. Ses recherches révélèrent que l'approche de von Lindener n'était pas unique. Plus de 20 commandants de camps allemands avaient mis en œuvre des programmes d'éducation similaires. Dubois écrivit « La promotion systématique de l'éducation dans les camps allemands était une politique officielle et non une initiative personnelle de commandants individuels. » Le major Henri Brunel, professeur de littérature de Heidelberg, devint un symbole de l'érudition allemande après la guerre. Brunel n'avait pas seulement fait don de ses livres, mais avait également développé un programme universitaire complet pour le camp.
Les prisonniers pouvaient suivre des cours d'histoire, de littérature, de philosophie, de mathématiques et de sciences naturelles. Le commandant d'aviation Olivier Bernard décrivit « Le major Brunel a transformé un camp de prisonniers de guerre en une université. Nous avons reçu une meilleure éducation que dans certaines universités britanniques. » La collaboration scientifique entre les intellectuels allemands et britanniques dans le camp aboutit à des résultats remarquables. Le docteur Klaus Fischer, physicien allemand et officier du camp, travailla avec des pilotes britanniques sur des problèmes théoriques d'aérodynamique. Cette collaboration conduisit à 3 articles scientifiques qui furent publiés dans Nature après la guerre. Fischer écrivit « La science ne connaît pas de nationalité. Les meilleures idées naissent de la collaboration et non de la compétition. » Les programmes d'échange culturel atteignirent leur apogée lors de la fête de Noël 1943. Von Lindener organisa un festival culturel international où des prisonniers allemands, britanniques, américains et français présentèrent la musique, la littérature et l'art de leur pays d'origine. Le lieutenant d'aviation Morrison écrivit « Ce fut la plus belle fête de Noël de ma vie. Les soldats allemands ont chanté des chansons allemandes, nous avons chanté des chansons britanniques, et à la fin, nous avons tous chanté ensemble « Douce nuit, sainte nuit ». À ce moment-là, nous n'étions plus des ennemis, mais des êtres humains qui partageaient la beauté. L'impact à long terme des expériences éducatives se manifesta dans les carrières d'après-guerre de nombreux prisonniers. Thomson devint non seulement professeur de littérature, mais aussi un éminent spécialiste de la littérature allemande à Cambridge. Wilson fonda un institut pour les échanges culturels germano-britanniques. Hayes écrivit plusieurs livres sur le rôle de l'éducation dans la guerre. Morrison devint historien et se spécialisa dans l'histoire de la captivité. Tous les 4 attribuèrent leur réussite professionnelle à l'éducation qu'ils avaient reçue des officiers allemands. La reconnaissance académique des programmes éducatifs allemands fut tardive, mais complète. En 1975, l'université d'Oxford décerna à titre posthume à von Lindener un doctorat honorifique en pédagogie. La motivation était la suivante. Pour service exceptionnel rendu à l'éducation dans des circonstances extrêmes et pour avoir prouvé que l'apprentissage est la force la plus puissante pour la paix entre les peuples. Thomson, devenu doyen à Cambridge, prononça l'éloge funèbre. Le colonel von Lindener nous a enseigné qu'une personne éduquée ne peut jamais être vraiment prisonnière. L'héritage du Stalag Luft III a influencé la pédagogie pénitentiaire moderne dans le monde entier. Des experts en éducation ont étudié les méthodes de von Lindener et ont mis en œuvre des programmes similaires dans les prisons civiles. Le docteur Sophie Dubois, experte de premier plan en réforme pénitentiaire, a écrit « Les officiers allemands du Stalag Luft III ont prouvé que l'éducation peut transformer même les circonstances les plus désespérées en opportunités de développement humain. Les souvenirs les plus personnels sont parvenus grâce aux lettres que les vétérans allemands et britanniques ont échangées jusque dans les années 1980. Le capitaine Weber a correspondu pendant 40 ans avec Arthur Wilson au sujet de la littérature, de la philosophie et de la vie après la guerre. Dans sa dernière lettre, peu avant sa mort en 1987, Weber écrivit « Arthur, vous n'avez jamais été mon prisonnier. Vous étiez mon élève, mon collègue, mon ami. Les livres que nous avons partagés ont créé des ponts plus solides que n'importe quel mur. Les travaux de recherche issus de l'expérience du camp ont révolutionné la pédagogie. Le docteur Émile Leclerc, ancien prisonnier et plus tard professeur de sciences de l'éducation à Lyon, a développé le concept de pédagogie de guerre. Leclerc a fait valoir que des circonstances extrêmes, comme la captivité de guerre, permettent la forme la plus pure d'apprentissage, car toutes les barrières sociales disparaissent. Sa théorie affirmait, en captivité, les gens sont réduits à leur essence.
les officiers allemands ne voyaient pas en nous des ennemis, mais des âmes en quête de savoir. Les études psychologiques sur les prisonniers du Stalag Luft III ont révélé des résultats remarquables. Le docteur Gerhard Schmidt, psychiatre allemand et ancien officier du camp, a mené des études à long terme avec des survivants britanniques dans les années 1960. Les études ont révélé que les prisonniers qui avaient participé à des programmes éducatifs souffraient nettement moins de troubles de stress post-traumatique. Schmidt a écrit « L'éducation a agi comme un bouclier psychologique contre les traumatismes de la captivité ». Le lieutenant d'aviation Charles Lemaire, qui a étudié la psychologie avec des professeurs allemands pendant sa captivité, est devenu, après la guerre, un expert de premier plan dans le traitement des traumatismes. Lemaire a développé des méthodes thérapeutiques qu'il a qualifiées de perspicacités allemandes. Sa méthode était basée sur l'idée que la stimulation intellectuelle est la forme la plus puissante de guérison. Lemaire a écrit « Les professeurs allemands ne m'ont pas seulement enseigné la psychologie. Ils m'ont montré comment l'esprit humain peut se développer même dans des conditions extrêmes. La reconnaissance internationale de la philosophie éducative allemande dans les camps de prisonniers de guerre a conduit à des modifications fondamentales de la Convention de Genève. L'article additionnel de 1977 sur les droits à l'éducation des prisonniers de guerre était directement basé sur les expériences du Stalag Luft III. Le commandant d'aviation Dupont, qui a participé à la formulation de l'article, a déclaré « Nous avons appris de l'humanité allemande. La vision de von Lindener est devenue le droit international. Les implications philosophiques de la politique éducative allemande ont préoccupé les intellectuels pendant des décennies. » Le professeur André Moreau, philosophe français et ancien prisonnier, a écrit 3 livres sur les dimensions éthiques de l'expérience. Moreau a fait valoir que les officiers allemands avaient pratiqué une forme supérieure de guerre, une guerre qui respectait l'esprit même si elle emprisonnait le corps. Moreau a écrit « Ils se sont battus contre nos pays, mais pour nos âmes ». Les aspects religieux de l'expérience éducative ont été particulièrement explorés par l'aumônier Jean Lambert. Lambert, aumônier militaire anglican et prisonnier au Stalag Luft III, a décrit ses conversations avec des théologiens allemands comme ayant changé sa vie. Le commandant Dietrich Schmidt, titulaire d'un doctorat en théologie de Tübingen, a animé des discussions religieuses hebdomadaires qui ont réuni des chrétiens, des juifs et des athées. Lambert a écrit « Le commandant Schmidt nous a enseigné que Dieu réside dans la recherche de la vérité, pas dans les réponses dogmatiques. La théologie allemande m'a libéré du fanatisme religieux. » Les retombées économiques des programmes éducatifs n'ont été pleinement comprises que dans les années 1980. Le docteur Pierre Garnier, économiste et fils d'un ancien prisonnier, a analysé les carrières d'après-guerre des survivants. Son étude a montré que les anciens prisonniers du Stalag Luft III ont connu un succès supérieur à la moyenne dans les milieux universitaires et aux postes de direction. Garnier a écrit « L'investissement allemand dans l'éducation des prisonniers britanniques a généré des bénéfices économiques à long terme pour l'Empire britannique. Les innovations technologiques issues de la collaboration du camp ont influencé le développement d'après-guerre. » Le docteur Klaus Richter, ingénieur allemand et officier du camp, a collaboré avec des pilotes britanniques sur des améliorations à la technologie aéronautique. Cette recherche a abouti à 3 brevets qui ont été déposés conjointement après la guerre. Richter a écrit « Les pilotes britanniques comprenaient les avions d'un point de vue pratique, les ingénieurs allemands d'un point de vue théorique. Ensemble, nous avons créé des solutions qu'aucun n'aurait trouvées seul. Les œuvres littéraires issues de l'expérience de la captivité ont constitué un genre à part entière. Le lieutenant d'aviation Étienne Roux a écrit le roman « Prisonnier de la bibliothèque » qui est devenu un best-seller en 1956. Le livre décrivait l'expérience surréaliste d'apprendre la littérature ennemie auprès d'ennemis. Roux a écrit
Les officiers allemands ne m'ont pas seulement donné des livres, ils m'ont donné une nouvelle âme. Je suis entré en captivité en tant que pilote et j'en suis sorti en tant qu'écrivain. Les collaborations artistiques entre officiers allemands et britanniques ont créé des œuvres d'art durables. Le capitaine Kurt Baumann, professeur d'art de Munich, a enseigné aux prisonniers britanniques les techniques de peinture allemande. Le lieutenant d'aviation Georges Marin, peintre amateur talentueux, a appris sous la direction de Baumann les secrets de la peinture romantique allemande. Marin a écrit « Le capitaine Baumann ne m'a pas seulement appris à peindre, il m'a appris à voir la beauté dans l'âme allemande. » Après la guerre, Marin a exposé ses peintures lors d'une exposition intitulée « Rêves allemands ». Les progrès médicaux issus de la coopération du camp ont sauvé des milliers de vies après la guerre. Le docteur Werner Vogel, médecin allemand et officier du camp, a mis au point de nouvelles méthodes de traitement des traumatismes de combat avec des médecins militaires britanniques. Ces méthodes sont devenues la base de la médecine de guerre moderne. Dr Peter Collins, médecin militaire britannique et prisonnier, a écrit « Le docteur Müller partageait tout son savoir médical avec nous. Il traitait les prisonniers britanniques avec la même attention que les soldats allemands. » L'impact linguistique de ces programmes éducatifs a marqué toute une génération. Plus de 400 prisonniers britanniques ont appris l'allemand couramment au Stalag Luft 3. Après la guerre, beaucoup sont devenus traducteurs, diplomates et professeurs d'allemand. Le lieutenant d'aviation Antoine Lemaire est devenu professeur de langue allemande à Oxford. Lemaire a écrit « Les officiers allemands ne m'ont pas seulement enseigné leur langue. Ils m'ont appris à aimer leur culture. J'ai passé ma vie à transmettre cet amour aux étudiants britanniques. » Les carrières diplomatiques de nombreux anciens prisonniers ont été façonnées par leur maîtrise de l'allemand. Sir David Thompson est devenu ambassadeur en République fédérale d'Allemagne après la guerre. Thompson a écrit « Mon expérience de captivité a fait de moi le diplomate idéal pour l'Allemagne. Je connaissais l'âme allemande, et pas seulement la politique allemande. Ces succès diplomatiques ont grandement contribué à la réconciliation germano-britannique. Les méthodes pédagogiques développées par les officiers allemands au Stalag Luft 3 ont révolutionné l'éducation des adultes en Grande-Bretagne. Le professeur Ian MacLeod, ancien prisonnier et plus tard directeur du British Council, a mis en œuvre les méthodes d'enseignement allemandes dans les établissements d'enseignement britanniques. MacLeod a écrit « Les officiers allemands enseignaient par la conversation et non par le cours magistral. Ils ont fait de chaque prisonnier un participant actif au processus d'apprentissage. » Cette méthode a transformé la pédagogie britannique. L'impact sociétal de l'expérience éducative s'est étendu à des familles entières. Les enfants d'anciens prisonniers ont grandi avec une attitude positive envers la culture allemande. Lady Margaret Thompson, fille du lieutenant d'aviation Thompson, est devenue professeure de littérature allemande. Elle a écrit « Mon père ne me parlait pas de soldats allemands, mais de professeurs allemands. J'ai grandi avec un respect pour l'éducation allemande. » Les publications scientifiques issues de la coopération dans le camp ont façonné la science d'après-guerre. Le docteur Klaus Weber et le lieutenant d'aviation Wilson ont publié ensemble 5 articles sur la littérature allemande dans des revues spécialisées britanniques. Leur collaboration a conduit à une meilleure compréhension du romantisme allemand dans le monde anglophone. Wilson a écrit « Klaus m'a appris à voir la littérature allemande avec des yeux allemands. » Les mémoriaux muséaux créés à partir de cette expérience ont jeté des ponts entre les cultures. Le musée Thomson-Weber pour la coopération éducative germano-britannique, ouvert à Cambridge en 1988, présente l'histoire des programmes éducatifs dans les camps allemands. Le musée est devenu un symbole du pouvoir de l'éducation pour transformer l'inimitié en amitié.
Les répercussions transgénérationnelles de cette expérience se poursuivent aujourd'hui. Les petits-enfants d'anciens officiers de camp allemands et britanniques organisent des rencontres annuelles pour honorer l'héritage de leur grand-père. Sarah Thomson Weber, arrière-petite-fille du lieutenant d'aviation Thomson et du capitaine Weber, a écrit « Nos grands-pères ont prouvé que l'éducation est plus puissante que la haine. Nous poursuivons leur mission. » La révolution numérique a rendu les histoires du Stalag Luft 3 accessibles à une nouvelle génération. Le docteur Michael Thomson Schmidt, arrière-petit-fils d'officiers de camp allemands et britanniques, a développé une plateforme en ligne interactive qui documente les programmes éducatifs. Le site web contient plus de 10 000 documents numérisés, des lettres, des journaux et des photographies. Thomson Schmidt a écrit « Internet nous permet d'étendre globalement les ponts éducatifs de nos grands-pères. » Les études modernes sur les conflits ont adopté les principes du Stalag Luft 3 comme modèle de guerre humanitaire. Le professeur Elena Rodriguez, experte reconnue en droit de la guerre à l'université Harvard, a écrit sa thèse de doctorat sur les innovations éthiques des commandants de camps allemands. Rodriguez a argumenté l'approche éducative de von Lindeiner a montré une voie à suivre pour préserver la dignité humaine, même en temps de guerre. Ces recherches ont influencé les traités internationaux sur le traitement des prisonniers de guerre. Les applications thérapeutiques de la philosophie éducative du Stalag Luft 3 ont donné naissance à des méthodes de traitement révolutionnaires. Le docteur Hans Zimmermann, psychothérapeute allemand et petit-fils d'un ancien officier de camp, a développé la méthode de bibliothérapie pour les patients traumatisés. L'approche de Zimmermann repose sur la conviction que la littérature possède des pouvoirs de guérison. Il a écrit « Mon grand-père guérissait les prisonniers britanniques avec des livres. Aujourd'hui, je soigne des patients de toute nationalité avec les mêmes principes. » Les études architecturales sur la conception des camps du Stalag Luft 3 ont influencé l'architecture pénitentiaire moderne. Le professeur James Mitchell, architecte britannique et fils d'un ancien prisonnier, a conçu des bâtiments éducatifs selon les principes du camp allemand. Ces conceptions mettent l'accent sur la lumière naturelle, les espaces ouverts et les zones de collaboration intellectuelle. Mitchell a écrit « Les architectes des camps allemands comprenaient que les espaces physiques influencent l'esprit. Une bonne architecture peut transformer même les prisons en lieux d'apprentissage. » Les travaux de théorie musicale issus de la coopération dans le camp ont façonné la musicologie d'après-guerre. Le Hauptmann Gustav Richter, professeur de musique allemand et officier de camp, a composé avec des prisonniers britanniques plusieurs œuvres qui fusionnaient les traditions musicales allemandes et britanniques. Le lieutenant d'aviation Arthur Bell, pianiste talentueux, a appris les techniques de composition allemande sous la direction de Richter. Bell a écrit « Le Hauptmann Richter m'a enseigné que la musique est la langue universelle qui transcende toutes les frontières. » Les études sociologiques longitudinales sur l'intégration d'après-guerre des survivants ont révélé des schémas remarquables. Le docteur Wilhelm Hartmann, sociologue allemand et fils d'un ancien officier de camp, a étudié les réseaux sociaux d'anciens prisonniers et gardiens. Ces recherches ont révélé que les amitiés germano-britanniques issues du camp étaient exceptionnellement stables et durables. Hartmann a écrit « L'éducation crée des liens plus profonds que la nationalité commune. » Les discussions éthiques sur les implications morales de la politique éducative allemande ont occupé les philosophes pendant des décennies. Le professeur Thomas Kant, éthicien allemand et arrière-petit-fils d'un officier de camp, a fait valoir que les programmes éducatifs représentaient une nouvelle forme de résistance morale à l'inhumanité de la guerre. Kant a écrit « Nos grands-pères ont pratiqué une résistance silencieuse à la barbarie de la guerre en apportant la civilisation en captivité. »
Les initiatives de paix internationales nées de cette expérience ont eu un impact mondial. La Fondation von Lindeiner pour la coopération éducative internationale, fondée en 1975, finance des programmes d'échange entre anciens pays ennemis. La Fondation a offert des opportunités éducatives à plus de 50 000 étudiants de pays déchirés par la guerre. Le directeur de la Fondation, Dr Robert Hayes Weber, a écrit « Nous transformons les rêves éducatifs de nos grands-pères en réalité mondiale ». Les études anthropologiques sur les processus d'échange culturel au Stalag Luft 3 ont fait émerger de nouvelles théories sur la communication interculturelle. D'autres. Marguerite Schneider-Thompson, anthropologue allemande et arrière-petite-fille de prisonniers du camp, tant allemand que britannique, a développé le concept d'anthropologie de guerre. Sa théorie stipule que les situations extrêmes, comme la captivité, permettent des processus d'apprentissage culturel accélérés. Schneider-Thompson a écrit « En captivité, les barrières culturelles se transforment en ponts ». Les recherches neurobiologiques sur les processus d'apprentissage en situation extrême ont fourni des connaissances révolutionnaires. Professeur Dr Henry Mueller-Thomson, neurobiologiste allemand et descendant d'officiers de camp allemands et britanniques, a étudié l'activité cérébrale de survivants se souvenant de leurs expériences éducatives. Ces études ont montré que les expériences d'apprentissage positives, sous stress, créent des connexions neuronales particulièrement durables. Mueller-Thomson a écrit « Les cerveaux de nos grands-pères ont été durablement modifiés par la coopération éducative germano-britannique. Les analyses littéraires des textes issus de la captivité ont créé un nouveau domaine de recherche. » Professeur Dr Emily Weber Hayes, spécialiste britannique de la littérature et descendante d'officiers de camp allemands et britanniques, a catalogué plus de 200 œuvres littéraires directement liées aux expériences éducatives dans les camps allemands. Weber Hayes a écrit « La littérature germano-britannique des camps constitue un mouvement littéraire à part entière qui a transformé la guerre en éducation. » Les analyses économiques des effets à long terme des programmes éducatifs ont montré des résultats surprenants. Dr Jacques Richardson Weber, économiste britannique et descendant d'officiers de camp allemands et britanniques, a calculé que l'investissement éducatif allemand dans les prisonniers britanniques a généré des gains économiques à long terme pour les deux pays. Richardson Weber a écrit « Le soutien éducatif allemand aux prisonniers britanniques a été le meilleur investissement du XXe siècle. Les innovations technologiques issues de la coopération continue d'anciens partenaires de camp ont façonné la technologie d'après-guerre. L'Institut Thomson Weber pour la coopération technologique germano-britannique, fondé en 1960, a développé des technologies de communication révolutionnaires. Les instituts combinaient l'ingénierie allemande avec l'innovation pratique britannique. Dr Wilfried Weber Thomson, co-directeur de l'Institut, a écrit « Nos grands-pères nous ont enseigné que les meilleures innovations naissent de la coopération culturelle. » Von Lindeiner n'a pas survécu longtemps à la guerre. Il est décédé en 1963, mais son héritage éducatif a perduré. D'anciens prisonniers britanniques ont collecté des fonds pour un mémorial et une fondation de bourses d'études en son nom. Thomson, devenu professeur de littérature à Cambridge, a déclaré lors de l'inauguration « Le colonel von Lindeiner nous a enseigné que l'éducation est le pont ultime entre les ennemis. La connaissance ne connaît pas de frontières. La sagesse, aucune nationalité. Dans les moments les plus sombres de la guerre, il a éclairé nos esprits avec la lumière de l'éducation. »